Bonjour à tous. Alors, vous êtes au courant parce que vous êtes sur les réseaux sociaux et que comme moi, vous suivez l'actualité. Quentin est mort. Donc Quentin, un militant nationaliste qui s'est fait tabasser par la Jeune Garde. Et depuis sa mort, j'ai analysé tout ce qui se disait, tout ce qui pouvait se dire autour de cette affaire. Et surtout, j'ai compris que sans vouloir faire du sensationnalisme, on a, je pense, affaire au plus grand scandale de ces 15 dernières années. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que cette affaire-là, elle regroupe quelque part tous les maux qui concernent la politique de notre pays. On parle évidemment de violence politique, on parle de copinage, on parle de combat culturel aussi, et évidemment, on va parler de perspectives qui sont très très sombres pour l'avenir de notre société. Plusieurs choses. Alors, j'ai écrit cette vidéo, enfin j'ai fini de l'écrire le 17 février, au moment où je parle, c'est le 17 février à 16 h. Donc forcément, quand vous allez la voir le 18 février, demain, mercredi, grâce au super montage de mon monteur, il y aura forcément des informations qu'il faudra mettre à jour. Donc, je vous mets toutes les sources que j'ai utilisées aujourd'hui en description. Ensuite, deuxième élément, cette vidéo, vous vous en doutez, m'a demandé énormément de temps et de recherche. Donc, si tu veux soutenir ce travail-là, dans un premier temps, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et surtout, n'hésite pas à me payer un café sur la page Tipeee, les deux étant très importants pour le qui a vraiment tué Quentin. C'est parti. Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Alors, avant de développer mon espèce de thèse sur ce meurtre politique, on va rappeler les faits, parce que c'est quand même essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Le jeudi 12 février 2026, donc la semaine dernière à Lyon, en marge d'une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon, Quentin D, a été tabassé par des antifas issus quasiment tous de l'ancien mouvement dissous de la Jeune Garde. Sur les vidéos qu'a fourni TF1, et que je vous mets pas évidemment, mais que vous avez sans doute déjà vu, on voit Quentin manger des pénaltys au sol, des écrasements de tête, et il n'y a absolument aucun doute, et je pèse mes mots, il n'y a aucun doute sur l'intention des antifas dans cette séquence. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient buter Quentin. Tu mets pas 15 coups de coude à un mec qui est inconscient si t'as pas envie de le tuer. Pas déconner. Bref, Quentin est mort le samedi suivant, et Quentin c'était qui? C'était un jeune catholique de 23 ans, récemment converti, qui avait entraîné d'ailleurs la conversion de ses proches, qui était parrain de son père, qui était un militant revendiqué, nationaliste et identitaire, bref, tout ce que le système apparemment n'aime pas beaucoup. Chez les agresseurs, tous sont membres ou proches des membres du groupe du député Raphaël Arnaud, la Jeune Garde. On va avoir son assistant parlementaire, Jacques-Élie Favreau. C'est le seul que je vais mentionner parce qu'à un moment de l'enquête, c'est le seul qui a été identifié. Selon l'enquête qui a été faite des internautes et pas de la police, vous verrez que ça aura son importance plus tard, on aurait Adrien B, proche de Raphaël Arnaud. Une fille serait aussi dans le coup et elle va nous intéresser. C'est une amie d'enfance d'Adrien B, qui est une joueuse de handball, dont le père est directeur des relations internationales de la ville de Lyon. J'ai appris récemment qu'on nous disait qu'en fait elle était potentiellement en Erasmus au moment des faits, alors qu'elle a été formellement reconnue en se baladant place Bellecour à Lyon hier. Je sais pas s'il y a un Erasmus prévu à Lyon. Et en fait, on s'en bat un peu les couilles de savoir si elle était présente ou pas dans les faits, parce que c'est un membre éminent de la Jeune Garde. Donc, le propos reste le même quand on abordera les liens avec son père. On a un collaborateur parlementaire qui est impliqué dans un assassinat politique. On pourrait se demander même si c'est pas un emploi fictif, puisque sur ses heures de travail, il est occupé à tuer des gens. Passons. On ne sait pas encore si on a affaire à un guet-apens ou à un meurtre qu'on pourrait appeler un meurtre d'opportunité, mais ce qui est sûr, c'est que cette méthode, la fameuse RIX à 1 contre 20, je dirais que c'est avec évidemment beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de sarcasme, c'est assez commun en fait chez les membres de la Jeune Garde. J'énumère pas les attaques de lâche qu'ils ont eues face à des droits tardés isolés, mais même à gauche, ils avaient enculé des vieux de la Galle, qui est un groupe antifasciste ancien, place Colbert à Lyon, pendant un repas de quartier libertaire en famille. Donc ils étaient venus, il y avait des familles qui étaient en train de manger, ils les avaient tous enculés. Bon, ils n'hésitent pas non plus à agresser des gonzesses dans le métro, voire pire. Et évidemment, on se souvient qu'ils étaient tombés à 8, on se tient bien, à 8, sur un ado de 15 ans, juste parce qu'il était juif.
Voilà, littéralement, je vous jure que c'est ça l'histoire. Bon, ça a été sorti par le Canard enchaîné. Juste, il voit un juif dans le métro et il l'encule. Voilà, ça c'est la Jeune Garde et c'est ça qu'on a mis dans notre Assemblée nationale. Voilà pour les faits. Et alors, vous allez me dire, mais c'est très chelou que des mecs comme ça soient encore en liberté et pas juste définitivement dissous et oubliés. Quelque part, des groupes violents comme ça, quasiment terroristes. La République a assez peu de mensuétude en général avec ces gens-là, et ça, on y reviendra aussi. Évidemment, vous allez voir qu'on va bien se marrer quand on va voir toutes les connexions qu'il y a dans ce petit monde politique et militant. Et alors évidemment, un meurtre politique en pleine rue et surtout filmé, ça passe pas inaperçu. Parce que si ça n'avait pas été filmé, les gens auraient pu dire oui, Quentin est tombé tout seul, pas de galère, c'est trop triste, mais on n'a pas les images. Là, c'est filmé. Donc au début, il y a assez peu de gens qui en parlent de cette histoire. Mais très vite, le système médiatique et politique va s'exprimer sur l'affaire. Parce qu'ils n'ont pas le choix, vu que c'est filmé. À droite, évidemment, on va condamner, même si parfois, on a fait élire des députés membres du commando de la Jeune Garde. Et à gauche, on condamne aussi. Mais on condamne avec beaucoup de subtilité. Très vite, les chaînes du service public vont se mettre, non pas à parler de la Jeune Garde qui a agressé Quentin, et de la Jeune Garde qui a une proximité assumée avec la France Insoumise, mais ils vont se mettre à parler de Quentin. On va chercher des éléments qui pourraient justifier sa mort. Et on te sort des historiens que personne ne connaît, qui sont historiens le lundi et militants de gauche le mardi, et ces historiens vont t'expliquer au mieux que les deux extrêmes, fameux truc un peu insupportable, les deux extrêmes qui sont violents, au pire que Quentin était néo-nazi, donc quelque part, il l'a bien cherché sa mort. Parce que quand c'est un militant de droite qui se fait tabasser, Mediapart cherche le lendemain dans la vie de ce militant ce qui pourrait expliquer sa mort. En revanche, quand c'est des terroristes comme les frères Kouachi, le même Mediapart, le lendemain, nous pond un article pour parler de l'enfance misérable des frères Kouachi qui excuserait les auteurs d'attaques terroristes. Et puis, comme le rappelait le GOAT, qui est vraiment à son prime en ce moment, Pierre Sautarel sur X, sur Twitter, l'extrême centre renvoie dos à dos la violence des extrêmes gauche et extrême droite, alors que la Macronie, je cite, a débuté sous l'ombre de l'affaire Benalla, donc une affaire aussi extrêmement violente. Et on peut parler du Monde, du média Le Monde aussi, au moment de la mort de Clément Méric, ils écrivaient un article, je cite, Clément Méric, un étudiant brillant et engagé, et le même Monde, le lendemain de la mort de Quentin, écrivent un article « Étudiant traditionnaliste au croisement des chapelles de l'extrême droite radicale », quelque part, lui aussi, il a bien cherché sa mort. Pour que vous compreniez bien la différence de traitement et donc le poids médiatique de l'imaginaire antifasciste dans la politique française, prenez conscience qu'on a affaire à deux médias qui vont traiter différemment la mort de militants politiques pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas de leur camp politique. Tout le monde se protège dans ce monde médiatique et tout le monde protège ses enfants. On va le voir plus tard. Parfois, ça va être un tout petit peu plus subtil que juste « c'est un néo-nazi, il m'a été crevé ». Comme Le Parisien qui dit « il avait ses idées ». Et on reviendra plus précisément sur ce narratif parce que dire ça, c'est sous-entendre qu'il avait des idées particulières. Et dans la tête des gens, dans leur petite caboche, des idées particulières à droite, c'est forcément le nazisme. Et dans une société, comme je le montrais dans ma vidéo sur l'extrême droite, dans une société marquée et traumatisée par le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, la mort politique est injustifiable, sauf une exception, quand il s'agit du nazisme. Donc, les médias du système vont chercher à diluer et à minimiser les responsabilités politiques et judiciaires en renvoyant dos à dos les extrêmes et évidemment, mais on le savait même d'ailleurs depuis la mort de Charlie Kirk, dans la gauche militante, le très fameux duo ricanement et relativisation. Dans un premier temps, on se fout de la gueule de Quentin et de sa mort, et quand on se rend compte que quelque part on est peut-être un peu des fils de pute parce qu'on se fout de la gueule d'un mec de 23 ans qui s'est fait tuer pour ses idées, on sort la carte, oui mais Hitler aussi il avait ses idées, ou alors oui mais regarde ce qui se passe en Palestine, ou alors oui mais Naël, il y a vraiment littéralement aucun rapport avec la mort de Quentin, avec le double standard que ces gens ont qui est insupportable, qui nous disent oui mais Quentin l'a bien cherché, donc est-ce qu'on peut dire que Naël l'a bien cherché, donc est-ce qu'on peut dire que Adama Traoré l'a bien cherché, donc est-ce qu'on peut dire que George Floyd l'a bien cherché, donc est-ce qu'on peut dire que Clément Méric l'a bien cherché? Bah non, forcément, l'argument il l'a bien cherché, il marche que dans un sens, quand le mec mort est un mec de droite, très clairement. Donc, une stratégie du déni qu'on va voir chez les insoumis eux-mêmes, puisque Jean-Luc Mélenchon
va nous sortir sa clarinette magique de la fameuse théorie du complot. Une petite théorie du complot, comme quoi, tout ça est orchestré pour faire du mal aux insoumis, comme il l'avait fait avant les présidentielles pour tenter d'aller pomper le dard aux électeurs musulmans. On connaît le talent d'acting de Mélenchon qui va pleurer littéralement place de la République quand un bosniaque musulman attaque un autre musulman dans une mosquée, mais qui est obscène et insultant quand son propre parti est à l'origine du meurtre de Quentin. Parce qu'on va voir que les liens entre la jeune garde qui a tué Quentin et la France Insoumise sont très directs. Je vous mets quelques extraits de Mélenchon qui s'expriment, mais littéralement, c'est à vomir. Que ce soit bien clair, c'est nous qui sommes agressés, réunion après réunion, par des gens qui s'appellent tantôt Némésis, tantôt Nous Vivrons, et qui viennent dans les salles pousser des cris, se rouler par terre, essayer de prendre des coups, et à chaque fois nous les repoussons en nous moquant d'eux. Et là, qu'est-ce que je lis? Nous étions là pour faire un happening. Autrement dit, ces gens se vantent d'être venus à une de nos réunions pour l'empêcher de fonctionner. Et c'est eux qui vont d'un plateau de télé à l'autre en disant « C'est odieux, on nous a assassinés ». Évidemment, tous les musulmans tombent dans le panneau lorsque Mélenchon fait sa stratégie électoraliste, mais là, c'est pas la question et c'est pas le sujet de la vidéo. Parce que la question, elle est ailleurs. Pendant ces 3 jours où j'analysais ce qui s'est passé, ce jeudi 12 février, j'ai analysé ce qui sortait des réseaux sociaux et des médias du système. Donc déjà, je me suis posé une question. Pourquoi l'affaire Thomas, l'affaire Lola, l'affaire du père Hamel et maintenant l'affaire Quentin ne provoquent pas les émeutes qu'on a eues dans d'autres situations, dans d'autres circonstances? Pourquoi la mort d'Alex Pretty aux États-Unis, qui a été tué par la police de l'immigration, la ICE, fait plus de bruit en France qu'un meurtre politique perpétré par une organisation représentée à l'Assemblée nationale? Pourquoi on a un traitement différencié de toutes ces affaires? Qu'est-ce qui change fondamentalement entre ces affaires? Et en fait, c'est pour ça que la vidéo est assez longue d'ailleurs, en fait, j'ai pris conscience que pour que des militants tabassent à 15 contre 1 un mec au sol inconscient, pour qu'un Français se dise qu'un autre Français mérite qu'on le termine au sol parce qu'il pensait mal, il fallait qu'on ait grandi dans une société qui a rendu possible cette idée-là. Cette idée qu'il y a des convictions politiques qui méritent la mort. Ce qui s'est passé à Lyon, c'est pas un accident isolé. C'est, selon moi, l'aboutissement d'un imaginaire politique construit depuis 40 ans. Depuis les années 80, même un peu plus anciennement depuis 68, mais surtout depuis les années 80, l'antifascisme est devenu, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou non avec cette idéologie, l'idéologie morale dominante de notre société. On va faire un peu d'histoire. Dans les années 1980, Mitterrand, pour faire oublier la trahison de la rigueur, va créer artificiellement un ennemi imaginaire en la personne de Jean-Marie Le Pen et du FN et par extension des idées prônées par le FN à l'époque. Avec ses petits copains de SOS Racisme et de Touche pas à mon pote, on va construire la narration, on va construire culturellement un ennemi moral. Ça va être le facho, le raciste et j'en passe. Progressivement, les idées de la droite nationale, pas la droite de gouvernement, mais la droite nationale, vont être assimilées à une faute morale. Retenez bien ce terme, c'est une faute morale, c'est pas une faute politique, c'est une faute morale. Donc, dans les années 90, le FN et ses idées, le patriotisme et le nationalisme, et même par extension le refus de l'immigration, ne sont pas des idéologies normales. C'est le mal, en fait c'est le mal absolu. Et quand on combat le mal, les règles ordinaires, les règles de la politique ordinaire ne s'appliquent plus. Et c'est comme ça que naît cette idée un peu lunaire du barrage républicain en 2002. Concrètement, ça veut dire quoi le barrage républicain? J'en parlais dans une vidéo au moment des législatives. Ça veut dire qu'il y a des idées avec lesquelles on n'a pas le droit de discuter. Des idées qui nécessite que toute la société, du banquier à l'anarchiste, en passant par le socialiste et le prolétaire, tout ça s'organise contre ces idées. Avec la permanence du nazisme et du fascisme, tout ce qui est un peu trop à droite devient suspect, et ce qui est suspect devient potentiellement nazi ou nazifiable. Et j'invente rien, puisque c'est Carl Schmitt qui expliquait que quand l'adversaire est un ennemi moral absolu, tout est envisageable pour le faire taire. Donc,
les antifascistes violents, sont les enfants radicalisés de SOS Racisme et du mitterrandisme. Et c'est d'ailleurs ce qui va expliquer depuis 40 ans la complaisance du système envers eux, comme on le verra, puisqu'on verra qu'il y a une complaisance morale, politique, judiciaire, juridique du système envers ces enfants radicalisés d'SOS Racisme et de François Mitterrand. Et alors évidemment, depuis les années 2000, on avait un système français qui les soutenait, mais depuis les années 2000, on a un système mondial qui les soutient, puisqu'ils ont l'appui culturel de Netflix, Disney+, de Soros et des grandes multinationales qui ont le même discours diversitaire et inclusif qu'eux. Et encore une fois, tout est une question de degré. Netflix te dit qu'il faut que tu sois inclusif et les antifas te tuent si tu ne l'es pas. Mais bon, c'est la même idéologie à l'œuvre en fait. Et à partir des années 2010, on va avoir une complaisance du système culturel vis-à-vis de cette violence physique ou symbolique contre le RN, enfin contre le FN, puis contre le RN. Ça va être les films financés par le CNC, les groupes militants dans les universités qui dirigent réellement les études universitaires. On pense à Sciences Po, on reviendra sur le rôle de Sciences Po dans cette affaire. Ça va être l'audiovisuel public qui vont produire des documentaires qui vont valoriser des groupes antifascistes comme celui de Public Sénat. Je vous mettrai un extrait. Donc on a Public Sénat qui va faire la promotion littéralement de la Jeune Garde qui a tué aujourd'hui Quentin en fait. La Jeune Garde, principal groupe antifasciste, et son porte-parole, le militant antiraciste Raphaël Arnaud, sont la bête noire des extrêmes droites françaises. Et si on prend du recul et qu'on écoute les slogans qu'on a eus dans les manifestations de la gauche républicaine, on entend quoi? On entend une balle pour un facho. On entend pas de débat avec les fascistes. On entend un facho, un flic, une balle. Quand Rima Hassan, qui était en conférence à Lyon jeudi 12 février, quand elle dit qu'il faut dissoudre le collectif Némésis à l'acide. Quand Raphaël Arnaud dit qu'il veut mettre une balle dans la tête de la militante Alice Cordier. Quand Jean-Luc Mélenchon dit dans une conférence devant témoins qu'il faut ramener le scalp des Némésis. Attendez quoi, et ramenez-nous le scalp et qu'on n'en parle plus. Les politiques français, ils me font marrer. C'est-à-dire que t'as des mecs qui te disent on va tuer, on va être violent, puis ensuite ils tuent et ils sont violents, et t'as la classe médiatique qui ouvre les yeux qui dit putain c'est marrant, ils sont vachement violents. Non mais non contents d'être violents, ils le disent et ils s'en vantent. Comment tu peux t'étonner que la violence devienne physique et mortelle après 40 ans de tolérance à cette violence dans les discours? Et à force d'avoir été promu, à force d'avoir été toléré dans l'espace public, le mythe antifasciste est devenu fondateur dans nos sociétés, ce qui explique la difficulté qu'on a aujourd'hui à condamner ce qui s'est passé le 12 février au soir. Les antifascistes, ils ont une hégémonie culturelle totale sur la société, comme dirait Antonio Gramsci. C'est eux qui dirigent réellement et intellectuellement le narratif politique en France. C'est cet imaginaire-là qui a entraîné le barrage républicain au RN et donc le barrage aux idées des Français 2 fois de suite, en 2017 et en 2022. Pour la première fois depuis 40 ans, on est en train de se demander si ces gens-là ne sont pas violents alors qu'ils terrorisent tout le monde intellectuellement et physiquement depuis le début. Ils le font et ils le montrent. Ils en sont fiers, ils se cachent pas. Donc, deuxième question, d'où elle vient cette impunité à votre avis? Et bien sûr, ces groupes-là, je pense pas forcément qu'à la Jeune Garde, mais ces groupes-là ne tolèrent aucune remise en question. Ils vont te ressortir le fameux... Alors attends, si tu t'opposes aux antifascistes, tu es toi-même fasciste, ce qui n'a absolument aucun sens. Si demain, moi, Georges, je crée une brigade anti-méchant et que je suis le seul à pouvoir dire qui est méchant et qui ne l'est pas, si tu t'y opposes, est-ce que ça fait de toi forcément quelqu'un de méchant? Ça n'a aucun sens. Je peux pas avoir la souveraineté des mots que j'utilise et définir qui est le bien, qui est le mal. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas utiliser, tu peux pas revendiquer surtout le mot antifasciste quand le fascisme aujourd'hui en France, texto, ce que je montrais dans ma vidéo sur l'extrême droite, quand le fascisme a disparu. Parce que à ce compte-là, il va falloir que tu crées artificiellement des ennemis en permanence pour justifier ton existence. Et c'est d'ailleurs ce qu'on remarque, ce qui s'est passé ces 20 dernières années. Au début, dans les années 90, les fascistes, c'était le RN. Très vite, ça a été les Républicains, puis ça a été Glucksmann, puis ça a été Emmanuel Macron. Il y a même Fabien Roussel, le communiste, qui a été attaqué par des antifascistes. Donc preuve qu'ils sont en quête permanente d'ennemis pour exister, pour justifier leur existence. Alors, quand les ennemis sont facilement prenables physiquement, parce que ils te disent qu'ils combattent le danger de l'extrême droite, ils associent l'islamisme radical à l'extrême droite, mais on les a jamais vus attaquer le cortège des frères musulmans. Pareil, ils vont te faire un sketch sur leur soutien des Kurdes, mais on les a jamais vus attaquer des militants nationalistes des loups gris, donc des Turcs, en France. Voilà.
Ils choisissent bien leur cible quand même. Et au lendemain des attentats du 13 novembre, c'était les premiers à prôner la réconciliation et la non-violence. Et là, vous n'aurez pas ma haine. Donc bon. Et même si celui qui regarde cette vidéo ou celle qui regarde cette vidéo n'est pas un militant assumé antifasciste, tu as quand même, sans le savoir, des réflexes de cet imaginaire-là. Quand tu dis, par exemple, ce que j'ai déjà entendu, alors moi je m'intéresse pas trop à la politique, je suis apolitique, mais le RN c'est pas un parti comme les autres. Tu es victime de cet imaginaire-là. Quand tu tolères toutes les violences, la casse dans les manifestations parce qu'elles sont faites au nom de l'antifascisme ou au nom du bien moral, tu es victime de cet imaginaire-là. Tu as une mansuétude, une bienveillance, sans le savoir, sans en prendre conscience, tu as une bienveillance envers ces mouvements-là, parce qu'ils dirigent la société depuis 40 ans. Et si je dis victime de cet imaginaire, c'est à dessein. C'est parce que Lionel Jospin a reconnu lui-même que tout ça n'était qu'un théâtre que Mitterrand avait créé de toutes pièces pour détourner tout simplement l'attention de l'électorat socialiste vers un ennemi imaginaire. On pense aux appels qu'il avait passés au patron de la télévision pour promouvoir artificiellement Jean-Marie Le Pen. Et là, avec ce que je viens de vous dire, avec tout ce que je viens de vous dire, ça change un peu la donne. Parce que aujourd'hui, si je vous demande qui a tué Quentin, vous allez me dire, bah mec, t'es un peu con, c'est la jeune garde qui a tué Quentin. D'accord, très bien. Bon, alors ils vont me dire, oui, la jeune garde est dissous. Bon, les mecs qui ont tué Quentin sont tous issus de la jeune garde. La jeune garde fait des communiqués, mais elle est quand même dissous. Passons. Mais vous allez me dire que c'est la jeune garde qui a tué Quentin. Très bien. Mais si je vous demande, qu'est-ce qui a rendu possible le meurtre de Quentin, là, ça devient un peu différent. Au premier niveau, au premier chef, au premier plan, on a évidemment les exécutants, donc la jeune garde, avec la méthodologie dont je parlais tout à l'heure. Potentiellement, on ne sait pas encore ce que va dire le procureur, mais potentiellement un guet-apens et un tabassage au sol, mais aucun groupe politique, c'est un peu une loi à établir dans le milieu du militantisme, mais aucun groupe politique ne peut survivre sans un environnement qui est favorable. Donc, il faut monter un cran au-dessus. Il faut aller voir un peu ce qui se passe au-delà de la jeune garde. Et au-dessus, on a évidemment la France Insoumise. La France Insoumise a passé, j'assume, les 10 dernières années à légitimer la violence physique de la jeune garde. Et la première des légitimations, ça a été tout simplement de prendre Raphaël Arnaud, qui est le chef revendiqué de la jeune garde, de le prendre comme député à l'Assemblée nationale. Quand tu prends ce genre d'individu et que tu le mets à l'Assemblée nationale, tu légitimes la violence de son groupe. Ça me paraît évident en fait. Je vois pas pourquoi ça pose question. Alors pourquoi ça interroge. Non, c'est normal. Si quelqu'un est violent et que tu t'associes à lui dans un groupe parlementaire, tu t'associes à la violence de ce mec. Bon, c'est comme ça. Tout comme quand Adrien Quatennens a tarté sa meuf, vous l'avez viré parce que vous vouliez pas être associé à cette violence-là. Donc inversement, si tu t'associes à un individu qui est violent, tu t'associes à la violence qu'il fait. Et quelque part, tu légitimes la violence qu'il produit sur la société et sur ses opposants politiques. Lorsque la France Insoumise choisit d'avoir un service d'ordre assuré par la jeune garde, elle légitime la violence de la jeune garde. Je sais même pas comment les insoumis peuvent nier aujourd'hui les liens qu'il existe entre eux et la jeune garde. Avec toutes les infos qu'on a, toutes les photos qui sortent et compagnie, ça me paraît improbable de les nier aujourd'hui. On a toutes les preuves possibles et imaginables du lien entre ces deux organisations et pourtant, elles te disent on n'a rien à voir. Je ne connais pas ces gens. Et d'ailleurs, la jeune garde a été créée précisément pour faire la jonction entre les insoumis et le militantisme antinational violent dans les grandes villes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas pris la Gale, qui est beaucoup plus indépendant que la jeune garde. Bon, passons. Et c'est évidemment pas que pour ça. C'est aussi un bras armé des insoumis au sein même de la gauche. C'est le moyen qu'ils ont trouvé de faire pression, de mettre des pressings monstres sur les ennemis de la France insoumise. Et là, je vous mettrai un extrait de Raphaël Arnaud qui utilise l'antifascisme pour faire pression sur François Ruffin, sur Roussel, sur Glucksmann. Et évidemment, quand la CGT parle un peu trop fort, t'as des antifascistes qui viennent lui tomber dessus, comme ça avait été le cas à une manifestation du 1er mai. Et d'ailleurs, on rappelle que les 3 flèches de la jeune garde, qui est un symbole qui a été créé par Serge Tchakonine, c'est pour signifier la mise à mort et la violence envers le conservatisme. D'accord, ça on le savait. Le fascisme, ça on le savait. Et surtout, la 3e flèche, c'est pour désigner l'ennemi qui est le communisme. Tiens donc, et t'as encore aujourd'hui des communistes pour soutenir ces initiatives, alors qu'on rappelle que Louis Boyard a reconnu avoir poussé un élève communiste au suicide parce qu'il le dérangeait politiquement. Enfin, bref, la France Insoumise est gangrénée de l'intérieur par la violence. Donc on a un système qui est quasiment féodal du chef Mélenchon qui a son bras armé personnel pour intimider ses opposants comme il le fait avec Ruffin, Glucksmann ou Fabien Roussel. C'est même dénoncé par les insoumis eux-mêmes. Je vous citerai un article du Parisien qui dit
on prend un électeur insoumis qui dit « J'ai quitté la France insoumise en novembre parce qu'il, donc Raphaël Arnault, utilisait des méthodes d'intimidation avec ses collaborateurs parlementaire. » Donc, Jean-Luc Mélenchon, savait exactement ce qu'il faisait en recrutant Raphaël Arnault et en faisant la promotion ouverte, en allant aux universités d'été et compagnie, en faisant la promotion de la jeune garde. Mais de la part d'un mec qui envoie sa meuf et son chauffeur se présenter dans les plus deux grandes villes de France, ça n'étonne personne, cette espèce de fonctionnement un peu médiéval et stalinien au sein de la France insoumise. D'où, je pense, le déni monstre aujourd'hui, là, ces 5 derniers jours, de la France insoumise qui va complètement abandonner ses responsabilités vis-à-vis de la jeune garde et même vis-à-vis de la violence de son discours, parce qu'elle sait très bien que si elle reconnaît la présence de la jeune garde dans l'agression, si elle reconnaît la proximité entre la France insoumise et la jeune garde, et qu'elle reconnaît la jeune garde dans l'agression, elle est foutue politiquement. Parce que la jeune garde, c'est son instrument de domination et de terreur au sein de la gauche. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que les insoumis sont complètement en train de lâcher la jeune garde aujourd'hui, au moment où je vous parle. Donc au début, il y avait une stratégie de faire comme si la jeune garde, c'était pas elle qui était impliquée dans les mouvements. Donc là, on commence à se dire, mais non mais mec, c'est évidemment la jeune garde qui est impliquée dans les mouvements. Donc les insoumis sont en train de dire, d'accord, mais dans ce cas-là, j'ai aucun lien avec la jeune garde. Typiquement, Rima Hassan fait une interview où elle dit, alors que c'est ses copains, hein, la jeune garde, il y a des vidéos de tous les... Ils s'entendent très bien. La jeune garde fait le service d'ordre de Rima Hassan. Quand elle fait une interview où elle dit qu'elle n'a jamais fait appel à la jeune garde, elle a même fait savoir à Raphaël Arnault qu'elle était très mécontente de leur présence. Alors ça, c'est faux. Il y a des vidéos qui le montrent, et surtout c'est lâche. Et si Raphaël Arnault a été choisi comme député par Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il était à la tête d'une organisation violente. Pas du tout pour ses idées. On savait même pas ce qu'il pensait à l'époque, Raphaël Arnault. Donc c'est cocasse aujourd'hui que la France insoumise nous dise qu'ils n'ont rien à voir avec un assassinat perpétré par un groupe dont le chef est un élu insoumis. Surtout que c'est les mêmes qui, à l'inverse, vont te dire que alors la France insoumise n'a rien à voir avec l'assassinat de Quentin. En revanche, le RN, il est responsable d'Hitler, du nazisme, de la colonisation, de Loïc Le Priol et de la peste noire. Ah, c'est ridicule. Donc, dans le système qui a tué ou qui a participé à la mort de Quentin, on a une organisation paramilitaire violente, qui est la Jeune Garde, mais qui est légitimée politiquement et personnellement par la France insoumise en la personne de Jean-Luc Mélenchon et de ses hauts dignitaires. Je pense notamment à Rima Hassan et à Antoine Léaumont qui prenaient des photos avec Raphaël Arnault. Mais si vous le voulez bien, on va aller un cran au-dessus. Cette violence contre les nationalistes, elle est légitimée par le système médiatique et culturel. Quand on regarde les écoles de journalisme, quand on regarde les instituts d'études politiques, notamment l'IEP Lyon, quand on regarde l'école de la magistrature, on se rend compte de quoi? On se rend compte que tous ces gens-là pensent littéralement la même chose. La seule différence qu'il y a entre ces individus, c'est le rôle de la violence physique dans leur combat. Et c'est peut-être le point le plus important de toute cette très longue vidéo, pour une raison qui est essentielle. Pourquoi ils pensent la même chose? Parce que c'est le même système. Le père est fonctionnaire, la fille est journaliste, la mère est magistrate et le fils est militant antifasciste. Donc, logiquement, quand le fils est attrapé, la mère va le protéger. La fille va sortir un récit qui va criminaliser son ennemi identitaire et le père va jouer de ses relations pour atténuer la peine, voire faire disparaître les preuves, comme à mon avis c'est le cas actuellement. Tout ce système-là fonctionne de manière extrêmement coordonnée. Le tout dans un climat général, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, cet imaginaire antifasciste où la production culturelle va dans leur sens, et ce depuis 40 ans, depuis le tournant de la rigueur et la création de SOS Racisme. Regardez la différence de traitement entre la mort de Clément Méric, qui est un militant antifasciste, et celle de Quentin. À l'époque de Clément Méric, personne n'avait renvoyé les extrêmes dos à dos. Personne n'avait enquêté sur Clément Méric et sur son militantisme. Personne n'avait cherché dans le militantisme de Clément Méric ce qui aurait pu expliquer sa mort, comme on est en train de le faire avec Quentin. Tout le monde était unanime pour dire qu'il y avait les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Le récit médiatique, la narration, elle était cadré. Au niveau juridique, dès les jours qui suivent la mort de Clément Méric, les skinheads impliqués dans la bagarre sont interpellés, voire se rendent d'eux-mêmes et seront jugés avec des peines lourdes et, je cite,
des peines exemplaires. Et évidemment, je sais que c'est pas l'enjeu de ma vidéo, mais je mets pas les deux affaires sur le même plan. Mais c'est simplement pour que vous vous rendiez compte qu'au moment où j'ai créé cette vidéo, personne n'a été interpellé. On est le 17 février, ça fait 5 jours que Quentin a été tabassé, personne n'a été interpellé. C'est-à-dire que les internautes avec Instagram et en ayant un taf à côté sont arrivés à identifier les meurtriers de Quentin, mais que la police de la 5e puissance mondiale n'est pas capable de le faire. Excusez-moi, on nous prend pour des jambons. Et là, vous allez me dire, oui, mais Georges, qu'est-ce qui explique ce double standard dans le récit médiatique? Mais c'est parce que ceux qui ont tué Quentin jeudi soir sont les fils et les filles de ceux qui cadrent l'imaginaire dans lequel toi, qui regardes cette vidéo, tu penses. Ce sont les enfants du système. Et donc, naturellement, le système les protège. Je vais m'expliquer sur cette protection pour que vous compreniez bien. Quand on regarde les interpellés du Black Bloc, ce que j'avais fait dans ma vidéo sur le sujet, on se rend compte de quoi? On se rend compte que les membres du Black Bloc sont des fils et des filles de chercheurs au CNRS, d'analystes financiers, de profs, de journalistes, de fonctionnaires haut placés dans l'administration, de magistrats, de juges et d'avocats. Je vous résume évidemment le détail dans ma vidéo sur les Black Blocs. Bref, c'est des gens qui ont un capital culturel élevé. Et ils vont utiliser leur réseau et leur capital culturel pour se défendre et être au-dessus des lois. C'est naturel. Et oh, incroyable, une des filles qui est impliquée dans la mouvance de la Jeune Garde, une des filles qui est haut placée dans la mouvance de la Jeune Garde, on ne sait pas si elle est impliquée personnellement dans l'agression, mais en tout cas, elle est active dans la Jeune Garde. Je ne dis pas son blaze parce que l'idée, c'est pas de la jeter en pâture à ma communauté, mais cette fille-là, donc qui est active dans la Jeune Garde, elle a un père. Et son père est, croyez-le ou non, directeur des relations internationales de la ville de Lyon. Ça, par exemple, peut-être... Théorie, hein. Peut-être que son père a passé 2-3 coups de fil au préfet du Rhône pour demander une enquête approfondie avant l'interpellation. Peut-être, encore une fois, théorie fumeuse, théorie d'extrême droite, peut-être que ce père a utilisé ses relais politiques dans la presse mainstream pour qu'on parle d'une rixe au lieu d'un meurtre. Peut-être, encore une fois, théorie fumeuse, peut-être que la mairie de Lyon a tout intérêt à faire taire et à dissimuler l'affaire quand on sait que la Jeune Garde collaborait officiellement avec la mairie écolo de Grégory Doucet. Peut-être, encore une fois, théorie, je commence à partir en couille, peut-être que ce père a utilisé ses contacts dans la préfecture pour retarder les mandats de perquisition. Et oh, alors là, vous n'allez pas me croire. Franchement, vous n'allez pas me croire. Tenez-vous bien. Les perquisitions commencent 3 jours après le meurtre. C'est du jamais vu. C'est littéralement du jamais vu dans un système judiciaire qui fonctionne normalement. C'est pas de bol. C'est pas de bol parce que 3 jours, ça te laisse le temps de préparer une défense, coordonnée, de détruire les preuves, de détruire tes cartes SIM, de supprimer tous tes liens avec des organisations politiques plus ou moins établies, au hasard, je sais pas, la France Insoumise, voire de tenter une cavale. En 3 jours, tu peux faire ça. Et on ne parle que d'un parent. On ne parle que du père de la fille. Faut bien se rendre compte qu'on a une affaire criminelle. C'est pour ça que c'est assez dur de vous rendre compte de mon étonnement. On se tient bien, on a une affaire criminelle où un procureur dit devant les caméras qu'il a l'identité des meurtriers et qui va bientôt les interpeller. Mais putain, c'est lunaire comme procédure. Normalement, t'as l'identité des meurtriers, bah tu interpelles direct. Pourquoi t'attends? T'es un mec bizarre. Autant appeler directement les meurtriers pour leur donner l'heure, la journée et les conditions de leur interpellation quelque part. En mode, attention les gars, on va vous interpeller, je pense, dans 2-3 jours. Donc prenez bien le temps, soyez disponibles les gars. Hein, soyez disponibles chez vous, 16h30, on vous interpelle. Marche pas comme ça la police en fait. Évidemment qu'il y a un risque de fuite ou de dissimulation des preuves. On est sur une autre planète. Et je sais ce que vous allez me dire. Non mais... ce système juridique, culturel, politico-judiciaire et compagnie, ils sont tous mouillés dans cette affaire, ils sont tous corrompus, c'est pas possible. C'est vraiment l'impression que ça donne. Hein, c'est vraiment l'impression que ça donne. Et d'ailleurs, on se tient bien, aujourd'hui, on est le mardi, on a appris dans Lyon qu'un mec avait été placé en garde à vue après des menaces de mort contre des candidats de gauche, suite à l'affaire Quentin, suite au meurtre de Quentin. Je vous refais l'info pour que vous compreniez bien on touche plus seul là. Un mec est en garde à vue pour des menaces de mort qu'il a proférées en réaction à une affaire de meurtre où les meurtriers identifiés sont toujours dans la nature. Lui, il a été en garde à vue parce qu'il a menacé de mort des députés. Il les a menacés de mort suite à une affaire où les meurtriers sont encore dans la nature. Donc, tout à l'heure, quand je vous disais que la production culturelle, politique et, on vient de le voir, juridique, participe
au théâtre antifasciste, participent à protéger le théâtre antifasciste. C'est parce que déjà, je pense que individuellement et personnellement, ils sont convaincus par ces idées-là, mais c'est aussi parce qu'ils ont des liens très directs avec les individus de la mouvance. Leurs parents sont juges, leurs parents sont profs, leurs parents sont journalistes, leurs parents sont fonctionnaires. Bref, la propagande qui nous impose ce mythe antifasciste depuis 40 ans, elle vient précisément de ces corps intermédiaires précis. C'est extrêmement bien huilé comme système. Ils se tiennent tous, ils se protègent tous. Je vais prendre un autre exemple que j'ai vu récemment. À Toulouse, le 5 février dernier, ou le 3 février dernier, je crois, on a une dizaine d'antifas qui ont tendu un guet-apens à 3 personnes. C'est le fameux 10 contre 3. Très très juste comme combat. Donc ils sont armés de matraques télescopiques et de bouteilles en verre. Ils vont être interpellés. Donc on parle d'un guet-apens et potentiellement d'une tentative d'homicide. À 10 contre 3, tu cherches pas à faire un five ou un tennis. Bon. Le lendemain, le parquet de la ville de Toulouse parle d'une rixe. Tiens donc, là encore, et minimise l'affaire. Les 3 accusés vont faire 40 heures de garde à vue et, on se tient bien, ils sont tous relâchés libres. Absolument aucune mise en examen, aucune poursuite, rien. C'est étonnant les gars. T'as un guet-apens à 10 contre 3 avec des matraques télescopiques, t'as rien. J'aimerais bien qu'on monte dans le code pénal où est-ce que c'est toléré de faire ça. C'est impossible de ne pas voir la connivence entre le système judiciaire et le militantisme. Vous allez voir que ce système, il tient sur des éléments très concrets. Parce que là, je vous ai dit, est-ce que c'est étonnant? En vrai, pour moi, c'est étonnant. Mais quand tu vas au plus profond de l'affaire, c'est pas si étonnant que ça. Quand tu vois ce que dit Albert Lévy. Albert Lévy, c'est un ancien magistrat lyonnais. C'est le vice-président du syndicat de la magistrature qui s'est retrouvé, le hasard fait bien les choses, qui s'est retrouvé à la tête d'une liste insoumise aux élections municipales de Lyon. Syndicat de la magistrature, insoumis. Ce magistrat a signé une tribune contre la dissolution de la Jeune Garde. Hop, 3 infos, élu insoumis, syndicat de la magistrature contre la dissolution de la Jeune Garde. Pas un petit problème de conflit d'intérêt là-dedans, passons. Et donc, selon Albert Lévy, donc selon le vice-président du syndicat de la magistrature et député insoumis, co-signataire de la tribune contre la dissolution de la Jeune Garde, selon lui, le meurtre de Quentin, c'est pas un meurtre, mais c'est de la résistance antifasciste contre des nazis. Donc, si l'enquête prend du temps, si les peines prononcées sont ridicules, si les médias sont conciliants, c'est parce que tout ce beau monde ne fait qu'un. Quand tu vois les déclarations du syndicat du mec de ce Albert Lévy du syndicat de la magistrature, comment tu peux penser que la justice va être impartiale? C'est impossible. C'est impossible qu'un mec qui te dit qu'il a mérité sa mort, que Quentin a mérité sa mort, produisent, avec ses petits copains magistrats, produisent une justice qui sera neutre et apartisane. C'est impossible. On a affaire à une farce politique, je vous le dis très clairement. Et c'est pareil, désolé, je vais leur taper dessus, mais c'est pareil pour le service public. Quand France TV ou Public Sénat font des documentaires à la gloire, et je pèse mes mots, ils n'auraient jamais fait ça sur le camp adverse. Quand ils font des documentaires à la gloire de la Jeune Garde, en faisant l'apologie des méthodes de fichage et d'intimidation de ce groupe, quand Street Press, qui est financé par George Soros, demandez-vous quel intérêt il a à financer Street Press. Bref, quand Street Press rend hommage à ces groupes antifascistes, quand Street Press fiche eux-mêmes, donc des journalistes vont ficher des nationalistes à la place des antifas et filer les infos aux antifas, ce système médiatique fait partie n'est que le rouage d'un système beaucoup plus puissant, beaucoup plus grand, un système qui est juridique, via le syndicat de la magistrature, institutionnel, via la fonction publique, et évidemment politique, via la France insoumise. Mais tout ça participe au même groupe, au même groupement d'idées, à savoir le théâtre antifasciste, le mythe antifasciste qui est protégé par les institutions, par le système juridique, par les médias, qu'ils soient publics ou privés. Et quand ils sont privés, ils sont financés par des milliardaires hongrois, je pense à George Soros. Donc bref, tout ce système-là va dans un seul sens, dans une seule direction. Et il y a eu aussi, suite à la mort de Quentin, il y a eu des réactions assez casse-couilles aussi, que j'appellerais complices, parce qu'ils viennent du centre, donc on pourrait dire que c'est pas forcément nos ennemis, mais ça l'est. C'est ce dont je parlais dans ma vidéo sur Charlie Kirk, à savoir l'argument de la jupe en politique. On commence à dire, oui, mais en même temps, Quentin, il était d'extrême droite. Ou oui, mais en même temps, Quentin, il avait ses idées un peu particulières, les idées de Quentin. Voire pire, les vrais coupables, c'est le collectif Némésis. Je sais pas quoi dire avec ça. Je sais pas quoi dire avec des gens qui disent ça. C'est pas possible d'avoir une inversion accusatoire pareille. Un mec meurt, tabassé, dans la rue, à 15 contre 3, par un groupe identifié. Et les gens se disent, le vrai coupable,
c'est le mec mort ou c'est l'organisation qui a fait venir le mec qui s'est fait tuer. Je sais pas si on se rend compte. Parce que à ce petit jeu de « il l'a bien cherché », quand on va commencer à le ressortir sur d'autres affaires, faudra pas venir pleurer. Tout comme les gens qui te disent « oui, mais attention, il était d'extrême droite, donc… » Là, on se tient bien. Ils nous disent « oui, il était d'extrême droite, donc s'il avait pu frapper des minorités ou des minorités ethniques ou sexuelles, il l'aurait fait. » Alors déjà, non. Et ensuite, ça veut dire que tu tolères de tabasser à mort un mec de manière préventive. C'est-à-dire que les mêmes personnes qui refusent la peine de mort pour des violeurs multirécidivistes et des terroristes vont subitement être favorables à la peine de mort pour ce qu'un mec n'a pas encore commis, pour ce qu'un mec n'a même pas encore fait, par prévention. C'est ça le raisonnement. Ou ceux qui te disent que dès lors qu'un mec politisé à droite agit, c'est toute la droite qui est condamnable, comme tous ceux qui nous ressortent cet exemple du rugbyman argentin qui a été tué, à Rambourou je crois, qui a été tué par Loïc Le Priol au sortir d'une soirée. Ils vont te dire, regardez, l'extrême droite tue. D'accord, mais dans ce cas-là, ça veut dire que quand Pierre-Alain Cotineau a violé des bébés, il l'a fait au nom de la gauche. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il était de gauche. Quand Cohn-Bendit a touché des gamins dans son village d'enfants, il l'a fait au nom de la gauche. Quand Jacques Lang, le socialiste, a sodomisé des gamins au Maroc dans des seaux de merde, il l'a fait au nom de la gauche. Alors je sais pas, Loïc Le Priol qui s'embrouille en soirée, il le fait au nom de la droite, mais par contre, Cotineau qui encule des gamins, des bébés de 2 ans, il le fait pas au nom de la gauche. Bon, ça n'a aucun sens, vous mélangez tout. Bref, un dernier élément que je voulais aborder avec vous dans cette longue vidéo, c'est l'université. Vous savez que ça me tient à cœur parce que l'université, c'est la production d'idées, c'est le débat d'idées, c'est la confrontation des esprits politiques naissants. C'est très intéressant. Le meurtre de Quentin, il se passe pas loin de Sciences Po Lyon. Et évidemment que Sciences Po a sa part de responsabilité dans l'affaire. Mais pas comme on pense. En vérité, peut-être que je vais vous l'apprendre, peut-être pas, ça fait bien longtemps que les autorités administratives dans les IEP sont dépassées par les mouvances d'extrême gauche. Littéralement, elles contrôlent plus rien. Les directeurs sont juste des gestionnaires. Mais les vrais dirigeants, ceux qui ont vraiment la main mise sur ces écoles-là, c'est les patrons des syndicats. Ils disent au directeur, tu vas me faire ça, tu vas me faire ci, tu vas me virer un tel, tu vas me mettre cette conférence, et ils menacent en permanence de transformer l'université en bataille de Stalingrad où ils vont bloquer tout pendant 2 semaines et ça va casser les couilles à tout le monde. Donc le directeur accepte parce qu'il se chie dessus et que c'est une fiotte et que par ailleurs il n'est pas soutenu par sa hiérarchie. Parce que évidemment les liens entre les syndicats, le système politique et la hiérarchie scolaire des universités françaises est établi. Excusez-moi. Donc ça c'est pour la direction. Mais au sein de l'université, on a toute une frange de professeurs qui fournissent des billes intellectuelles aux antifas pour justifier leur violence, sous couvert, plus ou moins, d'enseignement neutre et ouvert. Et on a un phénomène qui est assez intéressant et assez explosif par ailleurs. C'est que aujourd'hui, à mon avis, l'université, qui concentre les enfants de la bourgeoisie dominante, l'université est en train de se radicaliser à gauche. Alors elle a évidemment toujours été à gauche, mais là elle est en train de se radicaliser à gauche. Alors qu'au même moment, la société française se radicalise à l'inverse. Elle se radicalise à droite. Sur les sujets régaliens et même sur des sujets comme l'immigration et la sécurité, les Français en ont ras le cul. On va dire les choses clairement. Sauf qu'on a un problème, c'est que cette bourgeoisie dans les universités, cette bourgeoisie dominante qu'on a, bourgeoisie culturelle et médiatique, cette bourgeoisie-là, enfant de la bourgeoisie culturelle et politique de 68, a eu l'habitude de gouverner moralement, intellectuellement et politiquement le pays sans demander l'avis au peuple. Quelque part, ça fait 40 ans qu'ils nous dirigent politiquement, économiquement, médiatiquement et juridiquement. Ça fait 40 ans qu'ils ont la main mise sur le pays et qu'on laisse faire. 40 ans qu'ils font passer leurs réformes, ça fait 40 ans qu'on a de l'immigration alors que les Français en veulent plus, ça fait 40 ans qu'on subit la propagande d'extrême gauche alors que les Français sont de droite. Tout ça parce que on a une bourgeoisie qui dirige le pays contre le peuple. On pourrait même rajouter qu'on a affaire à une élite financière et économique aussi, puisque on va utiliser les banques comme moyen de pression sur les opposants politiques, sur les nationalistes. Parce qu'aux dernières nouvelles, les comptes en banque qui ferment sans raison et les refus de prêts, ça concerne que la droite. Ça concerne jamais la gauche, l'extrême gauche ou le militantisme d'ultra-gauche. Ça, c'est eux, ils sont couverts par les banques et le système financier. Et pendant que j'écris ça, on a appris d'ailleurs que la Banque de France avait ouvert une enquête sur un membre de sa direction qui était accusé d'avoir liké des contenus d'extrême droite sur LinkedIn. Je
vous jure que c'est vrai, sur LinkedIn, pour vous dire que cette police de la pensée agit même dans les institutions financières du pays. Donc cette bourgeoisie dans les universités est en train de comprendre qu'elle ne pourra plus gagner par les urnes. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle se radicalise et devient de plus en plus intolérante et violente. Et vous allez voir que plus elle s'isolera, cette bourgeoisie, plus Mélenchon sera violent. Plus elle va perdre de vue la victoire électorale, parce qu'elle ne peut pas gagner électoralement, plus sa seule option, ça va être le chaos et la guerre civile. Il y a aussi une autre théorie que j'ai vue passer et à laquelle je ne veux pas croire, mais je suis obligé de vous la montrer et je pense que j'y crois un peu. Je ne dirais pas que c'est probable, mais c'est intéressant d'avoir cette théorie en tête. On sait que le gouvernement, et le système d'ailleurs, utilisent parfois plus ou moins directement des groupes d'ultra-gauche violents pour délégitimer des mouvements sociaux. J'en avais fait toute une vidéo à l'époque, on pense évidemment au Black Bloc dans les cortèges des Gilets jaunes ou dans d'autres cortèges de mouvements sociaux. À quoi servent les Black Blocs? Très concrètement, ils permettent de faire des belles images de chaos et ensuite d'entraîner une attente d'ordre chez la population. C'est connu depuis 40 ans. Et quand je dis que le gouvernement et le système utilisent les Black Blocs, il ne faut pas voir des baqueux qui se déguisent en Black Bloc, hein. C'est beaucoup plus subtil. Ça va être une extrême permissivité dans les rassemblements, ça va être des jugements juridiques très favorables, ça va être des bagnoles de flics qui, comme par magie, vont disparaître quand le Black Bloc arrive, ou autres petites techniques pour faciliter en fait le travail de déploiement du bloc dans les manifestations. Donc ce système-là où ça cède, ça se protège, ça existe. Et je me dis que ces mouvements des Black Blocs, ou d'ailleurs devrais-je dire le mouvement du Black Bloc, parce qu'on parle d'un Black Bloc, enfin on parle d'un bloc plutôt, ces mouvements-là, ils sont composés à très grande majorité par des antifas, dont la Jeune Garde fait partie. Dans quelle mesure l'État français est lié à ce mouvement de la Jeune Garde? Dans quelle mesure l'État français a, lui aussi, pas intérêt à ce que ces mouvements violents disparaissent? Parce que, paradoxalement, c'est là que le paradoxe est un peu copieux, mais paradoxalement, ces mouvements d'ultra-gauche sont aussi l'assurance vie du système. Parce que sans ces mouvements d'ultra-gauche, il n'y a aucune manière de délégitimer des mouvements sociaux véritables. Des mouvements sociaux qui parlent à la population. Qu'est-ce qu'auraient donné les Gilets jaunes si le mouvement social était resté ce qu'il était initialement, à savoir un mouvement populaire et familial qui avait au plus grand du mouvement, qui avait 80% d'opinion favorable avant le noyautage par la gauche et l'extrême gauche. Je rappelle que Macron et son gouvernement étaient prêts à fuir. Et s'ils étaient prêts à fuir, c'est parce que toute la France profonde était en train de monter à Paris. Et c'est uniquement quand le Black Bloc est intervenu dans les manifestations et dans les cortèges, uniquement quand les antifas ont récupéré le mouvement, que soudainement, bizarrement, le gouvernement s'est retrouvé légitimé. Pourquoi il s'est retrouvé légitimé? Parce qu'à ce moment-là, les Black Blocs et les antifas ont commencé à être extrêmement violents dans les cortèges, les drapeaux français ont commencé à être interdits, donc les Français se sont dit, on soutenait les Gilets jaunes, mais on ne soutient pas la casse. La casse, c'est chiant. Du coup, on va soutenir Macron pour qu'il rétablisse l'ordre. Donc, quand je vous dis qu'on a un système en face de nous qui a tué Quentin, vous voyez qu'on ne parle pas que des insoumis ou de la Jeune Garde. On parle des profs, on parle du pouvoir politique, on parle des juges, on parle des magistrats, on parle des institutions publiques, on parle du pouvoir médiatique, on parle du pouvoir culturel. Et donc, maintenant, avec cette nouvelle théorie de l'État qui a intérêt à ce que la Jeune Garde ne disparaisse pas, on parle aussi du renseignement intérieur. On parle de l'État, quoi. Ça fait beaucoup d'intérêts qui convergent vers le même objectif. Et je ne vous parle même pas des théories sur la franc-maçonnerie qu'on peut élaborer, parce qu'on sait que Jean-Luc Mélenchon est un frère franc-maçon depuis au moins 1983. Il n'est pas n'importe où d'ailleurs, il est au Grand Orient de France, soit l'obédience qui est la plus influente avec beaucoup de membres du Grand Orient au sein de la justice et dans les strates les plus élevées de la police française. On n'est jamais à l'abri, hein. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais je me dis que c'est intéressant d'avoir cette théorie-là en tête. On n'est jamais à l'abri d'un petit coup de fil entre francs-maçons. Tu feras attention de bien retarder la procédure judiciaire. Signer un frère. Je ne sais pas trop comment ils se parlent dans leur langage à eux. Enfin, tu vois-t-il que plus le système est lent vis-à-vis de cette procédure judiciaire sur les meurtriers de Quentin, plus les théories vont aller bon train. Et objectivement, je trouve ça normal et assez sain qu'une société élabore des théories qui explique la défaillance de l'État. Tout comme les gens qui me disent « Oui, c'est pas Internet, c'est pas à Twitter de faire l'enquête, faut laisser la justice faire son travail. » Non mais attends, on est d'accord là-dessus. Mais la justice, par définition,
elle doit être fiable. Et excusez-moi, une justice qui n'a pas interpellé des meurtriers qu'elle connaît au bout de 5 jours, c'est pas une justice qui est fiable. Et si la justice n'est pas fiable, c'est la base du contrat social. C'est normal que ce soit les individus qui rendent la justice. C'est la base en fait. À qui peut-on se fier dans un système où la justice n'est pas rendue? C'est la base de la science politique. Et ceux qui regardent cette vidéo, qui font un peu de science politique, faut pas me contredire. Et dernière chose, et après je vous promets qu'on en a fini, j'ai vu beaucoup de tweetos et d'énervement sur les réseaux sociaux ces 4 derniers jours. Notamment, alors c'est peut-être parce que mon algorithme me les fait ressortir parce qu'il y a l'engagement, mais notamment j'ai vu beaucoup de provocations. Ça va être le ricanement dont je parlais tout à l'heure, hein, ou carrément ça va être des insultes et des hommages aux assassins de Quentin. Voilà. Je vois ça en fait, je vois ça littéralement, des mecs qui disent ouais c'est bien les antifas, c'est bien la jeune garde, un néo-nazi de moins et compagnie. C'était les mêmes qui insultaient Lola, c'était les mêmes qui insultaient Thomas, c'était les mêmes qui insultaient copieusement tout ce qui émane de la France depuis qu'ils existent. Et parmi ces provocations, il y a 2 types de personnes qui les font. En fait, il y a deux types de provoquants, si j'ose dire. Il y a les étrangers et la bourgeoisie progressiste de gauche qui parlent comme une racaille mais qui, comme la fille dont je parlais tout à l'heure, se rappelle de son statut social quand il y a une galère. Bref, et j'ai envie de vous dire, à ceux qui regardent cette vidéo et qui, je pense, sont plus d'une obédience de droite ou un peu plus conservatrice que les gauches qui insultent Quentin et qui soutiennent la jeune garde, arrêtez de débattre. Arrêtez de débattre, ça ne sert à rien. Certains extra-européens en France, on le sait depuis l'affaire Thomas, veulent notre mort. Parce que, de manière assez simple, ils ont reçu la même propagande médiatique que tout le monde. Et ils ont grandi dans le même théâtre antifasciste. Ces gens-là se sentent légitimes à vouloir notre mort. Ils n'ont pas d'empathie, ils ont de l'empathie, mais que pour ceux qui leur ressemblent, pour les leurs, pour leur tribu. D'où le fait qu'ils te sortent la carte de la Palestine au lendemain de la mort de Thomas ou de Quentin. C'est obscène de faire ça. C'est obscène de dire je vais pas être triste pour Quentin ou pour Thomas parce que regardez ce qui se passe en Palestine. C'est obscène. Ça veut dire que t'as pas d'âme. Ça veut dire que t'as pas de cœur. Ces gens-là font des blagues qu'ils n'auraient jamais toléré qu'on fasse à leurs semblables. Ils sont hypocrites. Ils se remettent pas en question. Ils sont dans un espèce de complot permanent pour dire qu'ils ont le cul propre. Enfin bref, vous les connaissez mieux que moi. C'est des colons qui ont une mentalité coloniale et qui ne nous aiment pas. Bon. Donc sur les réseaux sociaux, pourquoi on doit s'attendre à ce qu'ils nous aiment ? Ça n'arrivera pas en vrai comme sur les réseaux. Ils ne nous aimeront pas et n'auront, je le dis, jamais de compassion pour nous ou pour nos morts. Ça sert à rien de se prendre la tête avec eux sur Twitter. Ça va vous faire vriller, ça va vous faire chauffer le crâne. Protégez-vous d'eux, hein, je vous le dis, mais protégez-vous mentalement d'eux. Protégez-vous mentalement de leur attaque. Quand vous voyez quelqu'un qui insulte un de nos morts sur les réseaux sociaux, réagissez pas. C'est de la souffrance inutile, c'est stérile. En réalité. Et un peu pareil pour la bourgeoisie progressiste de gauche. Ça sert à rien de débattre avec eux. Ces gens-là, on le sait, ils l'ont montré avec Quentin. On parle d'un mec qui a foutu peut-être 10 ou 15 coups de coude à Quentin qui était inconscient. C'est pas un débat sur les réseaux qui va changer leur trajectoire politique. Ces gens-là sont totalitaires, ils sont idéologisés, ils sont dans le déni, à l'instar de leur patron Jean-Luc Mélenchon, et donc ils ne sont pas raisonnables. Tu peux pas les raisonner avec des mots, c'est comme ça. Donc vous fatiguez pas à débattre avec ces mecs-là, rien de bon ne pourra sortir de ces débats, protégez-vous, que ce soit physiquement, mentalement, intellectuellement, protégez-vous. Les temps qui arrivent vont être, je pense, assez durs, assez rugueux, parfois potentiellement assez violents, mais en fait, on a affaire à, pour la première fois depuis assez longtemps, un système qui a eu l'habitude de gouverner, l'habitude de l'hégémonie politique. Je l'ai montré tout à l'heure, ils se protègent tous. Là, ils sentent qu'ils sont en train de perdre le pouvoir et je pense que c'est ce qui explique leur violence, la violence dans leurs mots, la violence dans leurs récits, même la violence physique dans la rue. Ils sont terrifiés à l'idée de perdre le pouvoir et ils sont en train de le perdre, ils sont en train de paniquer. Donc voilà, le prochain jour vont être assez intéressants à suivre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges, c'est super important pour le référencement. M'en voulez pas si certaines infos sont un peu has-been le jour où vous voyez cette vidéo. Elle a été tournée 2 jours avant, donc j'ai fait avec ce que j'ai pu et avec ce que j'ai lu. Prenez soin de vous et de vos proches. Quentin repose en paix, on reprend le flambeau. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time. Abonne-toi.